Bonjour, une bien belle journée, à peu près partout en France, pour cet avant-dernier dimanche du mois d'août, à l'exception du bassin aquitain où le ciel est légèrement voilé avec quelques tendances orageuses. Le soleil brille sur toutes les régions avec des températures très agréables. Éclairci également dans les ports français avec la levée du blocus à peu près partout, mais pour combien de temps? L'issue du conflit n'est toujours pas en vue. En tout cas, la négociation d'hier entre marins-pêcheurs et responsables du ministère des Transports n'a toujours pas permis de dégager une solution. Les conversations se sont pourtant poursuivies très tard dans la nuit. Jacqueline Collins. La réunion avait commencé à 16h30 à la direction de la marine marchande dans une atmosphère de travail. Les participants, les représentants des marins-pêcheurs de Fécamp, Port-en-Bessin, Le Havre et Cherbourg, avec le directeur de la marine marchande, M. Ezig, étaient déterminés à s'expliquer. Ils l'ont fait pendant plus de 7 heures d'affilée, évoquant tour à tour les problèmes des pêcheurs artisans de Normandie. L'éventail était trop vaste pour pouvoir être épuisé en une seule réunion, alors on se retrouvera lundi. Mais à la sortie de la salle, peu avant minuit, les participants avaient l'impression, sinon d'avoir tout résolu, du moins d'avoir fait bien avancer les choses. Les résultats pour nous sont positifs puisqu'on a pu évoquer tous nos petits problèmes locaux et régionaux. Et en cela, on estime que c'est positif, mais pour le principal sujet, il n'y a rien de dévoilé. C'est-à-dire ? C'est-à-dire sur la maladie que nous avons actuellement et qui est très très grave. On n'a aucun remède de proposer et on ne s'attendait pas d'ailleurs à un remède ce soir puisque comme tout le monde, comme la France, comme la pêche artisanale française dans son entier, on attend la réponse de mercredi du Conseil des ministres. On est malaise. Alors quels vont être les résultats concrets pour le blocus de la réunion de ce soir? Ils vont repartir de plus belle, je le crois. Enfin, je les connais bien, ils ne vont pas attendre que je leur demande. Moi, j'aurais passé le message ce soir de monsieur le directeur de la marine marchande de ne pas refaire le blocus. Il me l'a demandé, j'ai retransmis, mais on ne peut pas prétendre commander à des gens qui sont désespérés. Ils m'ont fait une proposition qui concerne des problèmes d'ordre financier, qui justifie une étude technique et nous nous sommes donc donné rendez-vous lundi après-midi pour cette réunion technique. Oui, alors ils nous ont dit justement en sortant que certaines de leurs demandes avaient été acceptées et d'autres ne l'ont pas été. Quels sont d'après vous les points qui sont de nature concrète à apaiser le conflit? Je ne peux pas le dire, je dirais simplement que nous avons étudié avec beaucoup d'attention les problèmes qui soucient les pêcheurs locaux. Je crois qu'il y avait sur un certain nombre de points parfois des incompréhensions, parfois des choses qu'ils avaient mal saisies. Je leur ai expliqué quelle était la position du ministre des Transports, qui est responsable des pêches maritimes, sur ces différents points. Je leur ai exposé quelle était l'attitude que la France défendait, notamment par exemple sur le plan de Bruxelles. Je crois que cet ensemble d'éléments, d'informations a apaisé, c'est du moins le sentiment que j'ai eu, mes interlocuteurs aujourd'hui. La situation dans les ports, maintenant, je vous le disais tout à l'heure, elle est marquée aujourd'hui par une certaine détente. Faut-il l'interpréter comme un apaisement dans le conflit ou bien comme une simple pause? Il est sans doute encore trop tôt pour le dire. En tout cas, le port de Fos-sur-Mer était ouvert ce matin. Notre envoyé spécial Jean-Pierre Chapelle se trouvait sur place et je crois qu'il est en ligne en direct avec nous depuis Marseille. Jean-Pierre, est-ce que vous m'entendez? Oui, absolument. Et je peux vous dire que sur le front de la bataille navale de Fos-sur-Mer, c'est la trêve dominicale. Ce matin, tout le monde est resté au port et à l'instar des barques de joutes nautiques que vous découvrez, eh bien, tout le monde est au repos. À Martigues, à Port-de-Bouc, les chalutiers sont à quai et les marins discutent, prévoient des plans futurs, mais pour le moment, pas d'intervention. Les Sétois qui sont venus en renfort sont eux aussi à quai, à Port-de-Bouc. Pour le moment, vous le voyez, le calme partout dans la ville. Bien sûr, on prend des précautions, on met des provisions à bord et éventuellement, on embarque quelques munitions. On ne sait jamais, il pourrait encore y avoir des coups durs d'ici mercredi, le jour du Conseil des ministres. Alors on n'est jamais trop prudent, on fait quelques provisions, car l'ennemi est toujours là. L'ennemi, c'est le bateau-pompe qui est là, lui aussi, à quai, au repos, et puis les chalutiers de la Marine nationale qui sont dans le port, prêts à intervenir. Quant au port lui-même, il travaille, les chalutiers, les pétroliers attendent d'intervenir, de pouvoir rentrer dans le port de Fos où l'on pompe tranquillement le pétrole, comme vous le voyez ici.
Donc ici, c'est la pause, peut-être cet après-midi, un petit baroud d'honneur, car il y a quand même du monde autour, car comme le disaient nos confrères de la presse régionale, il ne faut quand même pas trop en faire sous prétexte que l'on parle de vous. Le calme à Fos. Merci Jean-Pierre, nous nous retrouverons probablement ce soir. Ce matin, à Notre-Dame de Paris, c'était la messe traditionnelle de la 2e division blindée pour célébrer l'anniversaire de la libération de la capitale. L'office était célébré en présence du cardinal Marty, la maréchale Leclerc, messieurs Jacques Chirac, Philippe de Gaulle et Robert Gallet assistaient à cette cérémonie. Politique française au Parti socialiste, une lettre de M. Lionel Jospin, il est chargé des relations internationales. Le document est destiné aux membres du comité directeur et aux responsables départementaux. Un texte consacré aux événements de Pologne, il confirme et développe la position prise par M. François Mitterrand cette semaine sur TF1, affirmant que le mouvement des ouvriers polonais répond à une aspiration à la liberté. D'autre part, le texte critique sévèrement des propos tenus récemment par M. Michel Rocard. Le député des Yvelines avait longuement envisagé l'hypothèse d'une intervention soviétique en Pologne. Justement, à propos de la Pologne, étonnante négociation hier à Gdansk entre le vice-premier ministre polonais et les dirigeants du comité de grève. Une négociation au grand jour, si l'on peut dire, puisque la réunion avait lieu au cœur du chantier naval en grève et que des haut-parleurs répercutaient à l'extérieur les propos des négociateurs. De part et d'autre, on n'a rien cédé, mais le contact n'est pas rompu. Une correspondance de notre envoyé spécial en Pologne, Jacques Grignon-Dumoulin. Aucun résultat tangible, mais en tout cas, le dialogue reste ouvert. Telle a été la réaction générale à l'issue du premier round de négociations entre la commission gouvernementale et l'état-major des grévistes de Dansk. Les pourparlers ont eu lieu au chantier naval Lénine, dans les locaux mêmes où siège habituellement le MSK, le comité interentreprise de grève. Toute la discussion s'est déroulée en public, puisqu'elle était intégralement retransmise par micro, on n'avait jamais vu cela en Pologne, aux travailleurs qui s'étaient rassemblés aux alentours. En revanche, à la télévision et à la radio nationale, c'était motus et bouche cousue. On s'efforçait d'ignorer l'événement. C'est précisément cette attitude ambiguë des autorités qui suscite la méfiance des grévistes et a entraîné le relatif échec des premiers pourparlers. En tête de leurs revendications, les représentants des grévistes ont exigé des garanties, en particulier sur le rétablissement des communications téléphoniques entre Dansk et le reste du pays. Ils ont également réclamé la possibilité d'utiliser la radio pour informer la population de leur point de vue. À cela, le manager officiel de la crise, M. Jagielski, vice-premier ministre, considéré actuellement comme le numéro 2 polonais, a répondu « niet ». Comme au bout de 2h30 de discussion, aucune concession politique notable n'était admise par la commission gouvernementale, on a décidé d'un commun accord de quitter la table des négociations. En principe, un nouveau rendez-vous est fixé pour demain. Sans doute la situation a-t-elle été débloquée, mais la crise polonaise reste au point mort. À l'étranger toujours, les troubles en Iran, de violents combats ont éclaté au Kurdistan et d'après l'armée iranienne, 133 combattants kurdes auraient été tués. D'autre part, 8 gardiens de la révolution auraient trouvé la mort dans la même région. Enfin, à Téhéran, une bombe a été désamorcée quelques minutes avant l'heure prévue pour l'explosion. L'engin se trouvait dans le bureau de l'ayatollah Khalkhali, ce juge islamique qui a déjà envoyé plusieurs centaines de personnes au poteau d'exécution. Voici les premières images du sous-marin nucléaire soviétique sinistré par un incendie. C'était il y a 3 jours au large des côtes japonaises. Je vous rappelle que 9 hommes d'équipage ont trouvé la mort dans cette catastrophe, dont les causes sont toujours incertaines. Le sous-marin a été remorqué vers le port soviétique de Vladivostok. Toutes les enquêtes d'opinion publique le font ressortir. L'un des rêves les plus répandus parmi les citadins français, c'est celui de la résidence secondaire, mais un rêve de plus en plus coûteux, avec l'augmentation du coût de la construction au cours des 6 derniers mois, 15% d'augmentation sur les salaires, 20% sur les matériaux, sans compter la limitation du crédit qui empêche d'engager des dépenses trop importantes. Alors, à la faveur, si l'on peut dire, de cette situation, on voit apparaître des maisons, non pas préfabriquées, puisqu'elles ne sont pas prêtes à être habitées, mais des maisons à terminer soi-même, un produit qui présente l'avantage d'être économique et qui répond au goût de beaucoup de Français pour les activités de bricolage. Une enquête de Catherine Mamet. Au détour d'un chemin creux coincé entre Champs-et-Dunes, Pirou, petit village du Cotentin, un peu plus de 1000 habitants. 1000 habitants dès que les 5000 estivants qui occupent les maisons du bord de mer
ont fermé leurs volets. Pirou, comme la plupart des villages du littoral, vit 2 mois sur 12 du tourisme. La production de carottes, principale activité agricole, ne suffit pas à enrayer l'exode des jeunes, obligés de plus en plus nombreux de partir à Caen, pire, à Paris. Le maire vient d'accepter l'implantation dans les dunes de 420 résidences secondaires. Une seule condition, les maisons terminées extérieurement seront à l'intérieur vides de tous travaux. Vous connaissez la crise de l'emploi et on a pensé tout de suite que si on mettait des maisons à terminer, les artisans locaux, enfin je veux dire régionaux, qu'il s'agisse de Saint-Lô ou de Coutances, viennent travailler à Pirou et terminer des maisons. Je pense que c'est là notre premier atout. Projet séduisant pour une commune aux ressources limitées. À ceux qui lui reprochent de s'être lui aussi engagé dans l'impasse béton, le maire rappelle les codes immobilières et les impôts locaux supplémentaires à venir, les travaux communaux réalisés par le promoteur qui a vu là bien sûr un nouveau créneau. Et il y a effectivement un marché des gens qui souhaitent travailler avec les mains. L'avantage, c'est que ça les permet d'acheter leur maison moins cher et de le terminer comme il veut et quand il veut. Ça nous permet de terminer lorsqu'on l'en voudra. Sport. C'est notre idée aussi. À notre idée. Vous êtes contente, madame, de jouer un peu les architectes et les décoratrices et de faire la maison pourquoi pas. Mon fils aîné sera enchanté, lui, de terminer, d'arranger l'intérieur. Et vous, monsieur, vous êtes bricoleur? Un petit peu. Un petit peu, pas beaucoup, pas beaucoup. Et vous allez vous y mettre? La peinture, tapisserie encore, oui, ça irait, mais le reste... Peinture, tapisserie, vraiment la finition. Coût des services, retour au travail manuel, moyen d'occuper des loisirs de plus en plus nombreux, de compenser baisse du pouvoir d'achat et limitation des crédits, les prétextes à bricoler sont multiples. Ainsi, depuis 5 ans, l'industrie des matériaux de construction a vendu plus de fournitures à des amateurs qu'à des professionnels. La formule devrait donc avoir autant de succès en France qu'outre-Atlantique. Et les artisans, c'est probable, viendront au secours des bricoleurs inexpérimentés, le temps que durent les constructions. Sport maintenant, une série de chutes spectaculaires hier dans l'épreuve de cross du concours complet d'équitation à Fontainebleau. Sur ces images, vous allez voir la chute d'un cheval américain. Voilà, c'est très spectaculaire, mais quelques minutes plus tard, le cheval reprenait le départ. En revanche, une autre monture participant à cette compétition est morte à la suite d'une mauvaise chute. Dernières épreuves cet après-midi avec le saut d'obstacle. Je rappelle à tous les amateurs de sport hippique que vous pourrez voir toutes ces images dans Sport Première cet après-midi et puis bien sûr ce soir à 20 h, tous les résultats des épreuves avec Jean-François Robinet. Football, c'était hier la 3e journée de championnat de France, 2e division. Groupe A, victoire du leader Montpellier à Libourne. On trouve maintenant ex-aequo à la 2e place Cannes, Angoulême, Ajaccio, Montluçon et Avignon. Dans le groupe B maintenant, Thionville, Blois et Châteauroux se retrouvent en tête du classement. Signalons également que Rennes a fait match nul à Blois. Pour les centaines de milliers de vacanciers venus du Nord, le midi représente bien sûr le soleil, mais aussi la découverte de traditions régionales telles que la tauromachie. Il est évident que l'afflux des touristes et des vacanciers a donné une sorte de coup de fouet à cette activité taurine qui excite la curiosité des visiteurs, mais qui permet aussi de faire vivre plusieurs centaines de personnes. Un reportage de Marion Desmar. Encadrés par des gardiens à cheval, les taureaux sont amenés directement de leur pâturage aux arènes de Vauvert à 30 km de Nîmes. Dans le pays, cela s'appelle une abrivade. C'est une coutume et une attraction qui rapporte au manadier, l'éleveur des taureaux, 1400 francs. Bien qu'elle déplace les foules, elle devient de plus en plus rare à cause du danger que représentent aujourd'hui les voitures. Plus productive, la course à la cocarde. Du 1er juillet au 10 septembre, de Fos au Sainte-Marie-de-la-Mer, il s'en court à peu près une tous les jours. Un taureau peut se louer jusqu'à 6 000 francs. C'est là qu'entrent en jeu les rasteurs. En s'approchant le plus près possible du taureau, en le rasant, d'où leur nom, ils s'efforcent de s'emparer de la cocarde placée entre les cornes de l'animal, à l'aide d'un crochet
comportant 4 lames recourbées. Si l'un d'eux y parvient, il reçoit une prime qui peut atteindre 2000 francs. Monsieur Félix, un des meilleurs rasteurs de la région, s'est arrêté il y a 30 ans. Il a 78 ans, mais il ne rate jamais une course. On ne gagne pas trop d'argent de cette époque-là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils gagnent d'argent? Ils ont tous une voiture, ils arrivent sur place, ils sont frais comme des épinards, comme on dit. Tandis que nous, on partait en vélo, on faisait 30-40 km, on allait s'appuyer 6 taureaux. Et puis il fallait retourner le soir à la maison avec 40 km de plus, ça faisait 80. Il y a 2 gros mois, quoi, juillet-août, où on court un peu à citoyen, puis après, on ne peut pas dire qu'on gagne sa vie avec ça, quoi. On le fait parce qu'on est dans ce milieu, on est maintenant là, et on ne pourrait pas vivre de ça, Vous faites quelque chose à côté? Ah, oui, oui. Un très bon raseteur peut gagner 180 000 francs pour une saison. À titre de comparaison, pour une course, un torero de même niveau touche 400 000 francs. Mais le spectacle roi, celui qui bat tous les records de recettes, c'est le taureau piscine. Et pour cause, une seule dépense, la location du taureau, 800 francs. Car c'est pratiquement le public qui fait le spectacle. Une aubaine pour l'organisateur. Aux arènes de Palavas-les-Flots, 8 soirées sur 10 sont consacrées au taureau piscine. Car si Johnny et Sylvie sont en baisse, le taureau, lui, est en hausse. L'explication est simple, c'est que le prix des places est relativement bas et qu'en plus de ça, les gens viennent pour se détendre à la plage. Ils ont oublié aujourd'hui que l'électricité allait augmenter, probablement. Ils ont eu 2 heures et demie de détente. Voilà. Les fournisseurs, ce sont les manadiers. Ils sont aujourd'hui une trentaine à vivre ainsi de la location de leurs taureaux ou des attractions qu'ils organisent eux-mêmes. Très peu, en effet, sont destinés à la boucherie. Chaque matin, dans les prés, ils trient les bêtes qu'ils connaissent toutes par leur nom. Celle-ci ira à une abrivade, celle-là à une course libre. Chez Pierre Aubanel, c'est une tradition. On est manadier de père en fils. On vit, mais très juste. Vous savez, c'est quand même... il faut tout faire soi-même. On ne peut pas se permettre d'avoir du personnel comme une entreprise, avoir beaucoup de gardiens. On a en général un gardien. Mais c'est le maximum. Puis après, on a des amateurs, des gens qui viennent bénévolement et qui, comme vous pouvez voir aujourd'hui, sont tous réunis pour mener la brivade. En menant ces taureaux à cheval, il faut penser qu'il arrive souvent qu'un taureau s'échappe. Dernièrement, le 13 juillet, j'ai attrapé un taureau au lasso et puis quand on l'a tenu, on était quelques cavaliers et le taureau nous a chargés sur un arbre et j'ai eu un coup de corne dans les fesses. Et ça ne fait pas du bien. Donc on oublie et puis après on continue. Je crois que quand on aime quelque chose, vous savez, même si on a mal, je crois qu'on revient. On oublie rapidement les blessures. En Camargue, aujourd'hui, pratiquement toutes les traditions taurines sont devenues prétexte à des divertissements qui se monnaient. Ils permettent à toute une population de vivre ou, dans certains cas, de survivre. Mais surtout, on peut se demander si, sans eux, l'élevage même des taureaux existerait encore. Voilà, ce journal est terminé. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Nous nous retrouverons à 20 h. Merci de votre attention. Thank you.